Une grande vague scélérate, abrupte, surgit de nulle part et frappe l'enchanteur sur bâbord, faisant chavirer le navire sur tribord. 10 hommes se retrouvent à lutter pour leur vie dans l'une des plus vastes zones de recherche et de sauvetage au monde. Construit en 1982 par Haig Boat Designs à Tauranga, Nouvelle-Zélande, l'Enchanteur était un voilier à moteur de 14,2 MMS. Il avait une superstructure à un pont en fibre de verre et contreplaqué marin, propulsé par 2 moteurs diesel atteignant 8 nœuds de croisière. Après 2 ans, l'Enchanteur a été transformé en navire à passagers avec un flybridge semi-ouvert ajouté au-dessus du salon. Le flybridge servait à la fois de poste de commande supplémentaire et de plateforme d'observation. En 1993, la poupe du navire a été allongée de 2 mètres et il est devenu un bateau de pêche commercial de 16,2 mètres. En 2004, Lance Goodhue a acheté l'Enchanter et l'a exploité comme Enchanter Fishing Charters à Manganui, Northland, Nouvelle-Zélande. En 2009, Goodhue a aménagé l'Enchanter pour permettre aux gens de dormir à bord afin de proposer des croisières de pêche sur plusieurs jours, et la passerelle supérieure a été fermée par des fenêtres en verre. Après la transformation, il accueillait 8 invités avec couchette dans la cabine sous le salon principal à l'avant et 2 membres d'équipage dans une cabine à l'arrière et sous le salon. Goodhue a fait réexaminer le navire afin qu'il puisse dépasser sa précédente limite côtière de 12 000 nautiques et aller jusqu'à 100 000 nautiques avec une limite restreinte au large. Le mercredi 16 mars 2022, un groupe de 8 personnes arrive à Manganui pour passer la nuit à bord de l'Enchanté, là où il est amarré. Le groupe réserve l'Enchanter pour 5 jours de pêche depuis Manganui vers les îles sauvages des Three Kings à 43 000 nautiques de la côte. Le groupe d'amis, passionnés de pêche et originaires de Waikato, prépare ce voyage depuis plus d'1 an et paye $16 000 à Goodhue's Fishing Charters, spécialisé dans la pêche au gros. Le groupe est conscient qu'une tempête approche, mais ils décident de partir quand même car ils ne peuvent pas obtenir de remboursement. Le matin du 17 mars, Lance Goodhue, le propriétaire et capitaine, donne un briefing de sécurité aux passagers sur l'emplacement et l'utilisation des différents équipements de sauvetage à bord de l'Enchanter. Il dit aux passagers que les 30 gilets de sauvetage sont rangés sous les couchettes dans le compartiment avant des passagers, mais il ne leur montre pas à quoi ils ressemblent ni comment les enfiler. Ensuite, il leur montre les 2 radeaux de sauvetage fixés aux passerelles supérieures du pont avec un dispositif de largage hydrostatique. À 08h30, l'Enchanté quitte Manganui avec 10 hommes à bord. Goodhue, le capitaine, un matelot et les 8 passagers. En route vers les îles Three Kings, ils traînent des leurres de pêche et jettent l'ancre à Northwest Bay, sur Great Island pour la nuit. Le temps est beau avec des vents légers. Le lendemain, ils se rendent à Middlesex Bank pour pêcher puis retournent à Northwest Bay, sur Great Island pour la nuit. Le groupe a prévu une journée de pêche à King Bank, suivie d'une nuit à Little Bear Bay sur Great Island. Bien que le temps soit beau avec un vent léger, Goodhue choisit Little Bear Bay au sud-ouest de Great Island pour s'abriter du mauvais temps prévu du nord-est durant la nuit. À 6h00 le 20 mars, même si le mauvais temps a traversé la région comme prévu, il pleut encore et de forts vents de nord-est soufflent toujours. Le groupe reste à l'ancre à Little Bear Bay par précaution. Ils pêchent dans la baie et prennent le petit déjeuner. À 10h30, alors que le temps s'améliore, Enchanté quitte Little Bear Bay pour les îles du Prince à 5000 nautiques au sud-ouest. Il pêche jusqu'à 13h30 du côté sous le vent ou du côté abrité des îles du Prince, jusqu'à ce que la mer se soit suffisamment calmée pour leur permettre de naviguer vers le Cap Nord. Ils prévoient de jeter l'ancre sous le vent de l'île Muromoto pour la nuit. Enchanté se lance dans un voyage de 7 heures sur des vagues de 2 à 3 mètres de haut et des vents soufflant du nord-est à 20 nœuds. À 17h, la mer s'est calmée et le temps est assez clair pour que le capitaine autorise l'ouverture des fenêtres du salon principal et la traîne des leurres de pêche. À 19h40, Goodhue utilise la radio pour appeler Far North Radio afin d'enregistrer leur intention de passer la nuit à l'ancre à l'île Muramoto, qui se trouve à la pointe sud-est du Cap Nord, le point le plus au nord de l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande. Goodhue informe Far North Radio qu'il rappellera dans 1 heure une fois que l'Enchanter sera à l'ancre.
À bord de l'Enchanter, 6 des passagers dans le salon se détendent et boivent une bière en attendant le dîner. Un passager dort à l'avant et le 8e surveille les cannes à pêche sur le pont arrière. Le matelot est dans la cuisine en train de préparer le repas du soir et Goodhue est sur le flybridge en train de naviguer le navire. Alors qu'Enchanté s'approche de North Cape, au nord-nord-est de l'île Muramoto, Goodhue effectue un ajustement de cap d'environ 10 degrés vers le sud, bien plus tôt que le point de passage prévu sur leur carte. Ce changement de cap précoce fait tourner l'Enchanter vers des eaux peu profondes dont le skipper n'a pas connaissance. Leur nouveau cap les mène dans une zone où 2 séries de vagues se croisent. Des vagues d'eau profonde se dirigent vers le rivage en direction de l'ouest et maintenant la houle du nord-est provenant de la tempête précédente. Les vagues qui se dirigent vers le rivage atteignent leur sommet en entrant dans les eaux moins profondes au large de l'île Muramoto. L'interférence désigne la collision de 2 séries de vagues. Les vagues s'annulent mutuellement ou bien la force des 2 vagues se combine pour former une vague nettement plus grande. À 19h50 au crépuscule, Enchanté longe la courbe des 10 mètres au large de l'île Muramoto North Cape. Une vague scélérate abrupte surgit parfois et frappe Enchanté à bâbord, faisant rouler le navire vers tribord. La superstructure d'Enchanté frappe violemment l'eau et brise les fenêtres. 7 passagers et le matelot de pont sont projetés hors du navire et jetés à l'eau. Le flybridge et le salon principal sont arrachés de la coque alors qu'elle roule et chavire. L'eau s'engouffre par la trappe, inondant le navire et piégeant le 8e passager, qui se reposait dans la cabine avant. Le flybridge flotte à l'envers à côté de la coque retournée. Le skipper Goodhue, piégé sous le flybridge inversé, réussit à s'échapper et remonte à la surface. Parce que tout se passe si vite, les passagers n'ont pas le temps de trouver ou de mettre leur gilet de sauvetage. Les 2 radeaux de sauvetage sont encore attachés au flybridge. Si un navire coule entre 2 et 4 mètres de profondeur, les radeaux de sauvetage se gonfleraient automatiquement. Ils ne sont pas descendus assez sous la ligne de flottaison pour s'activer et sont fixés au sommet du flybridge sous l'eau, donc l'équipage ne les voit pas. À la tombée de la nuit, le matelot parvient à grimper sur la coque retournée et à compter les survivants dans l'eau. Le matelot, le capitaine et 7 passagers sont recensés. 2 passagers rejoignent le matelot sur la coque retournée. Le skipper et un passager montent sur la passerelle supérieure retournée à proximité. 4 passagers restent dans l'eau. L'Enchanté dispose de 4 bouées sur les côtés de la passerelle supérieure et 2 sur son toit retourné, mais les survivants n'en trouvent qu'une. L'un des 4 passagers parvient à attraper la bouée de sauvetage et à la passer par-dessus sa tête et sous ses aisselles, tandis que 3 de ses compagnons s'accrochent à des débris flottants. Quelques minutes plus tard, le matelot voit que l'un des 4 passagers flotte face contre l'eau. Le matelot plonge dans l'eau et nage vers le passager inconscient. Il le traîne jusqu'à la passerelle retournée. Sur la passerelle, Goodhue et un autre passager tentent de réanimer la victime, mais il ne réagit pas. Le capitaine attache une corde autour du corps et la fixe à la passerelle. Tout cela se passe très vite et les radeaux de sauvetage ne se déploient pas automatiquement, mais ils possèdent une corde appelée « painter » à tirer pour les déployer manuellement. Je ne fais que supposer ici, mais j'imagine que l'équipage ne veut pas nager sous le navire. Il fait sombre et les vagues rendent la situation trop dangereuse, donc ils ignorent sûrement si les radeaux de sauvetage sont encore là ou accessibles. La balise radio de position d'urgence de l'Enchanter, ou EPIRB, est installée sous le plancher du flybridge et fixée à un support à largage automatique sur le pont, et elle remonte à la surface à côté du skipper. L'EPIRB ne s'est pas activé automatiquement, alors il l'allume manuellement et l'attache au flybridge retourné. N'importe où dans le monde, les satellites peuvent capter le signal d'une EPIRB qui émet un signal de détresse avec un code d'identification unique pouvant être utilisé pour obtenir des informations sur le navire. Cela inclut le nom du navire, le type d'équipement de survie à bord et une personne à contacter en cas d'urgence à terre. Maintenant, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est attendre. À 20h17, le Centre de coordination des secours de Nouvelle-Zélande reçoit un signal d'alerte de la balise de détresse de l'Enchantor, signalant une urgence au large du Cap Nord. Ils appellent alors la base à terre et apprennent pendant l'appel que l'Enchantor opère près du Cap Nord. 3 minutes après, le Centre de coordination des secours reçoit la première transmission complète de la balise de détresse avec les coordonnées Global Positioning System.
À 20h30, le Centre de coordination des secours demande au Centre des opérations maritimes d'émettre des relais Mayday sur le canal Very High, Frequency 16, appelant tous les navires proches à participer. Mais aucun navire n'était présent dans la zone immédiate. Le Centre de coordination des secours informe aussi l'officier de permanence de la garde côtière néo-zélandaise à Auckland, qui désigne la garde côtière Kuora, unité la plus au nord, pour intervenir. En Nouvelle-Zélande, la garde côtière, organisation caritative, repose uniquement sur des bénévoles, dont cotisations et subventions forment environ 70% des revenus de la garde côtière. Bien que considérée comme le principal service de recherche et sauvetage en Nouvelle-Zélande, la formation des équipages bénévoles et leurs embarcations visent surtout les interventions côtières et ne conviennent pas aux opérations majeures, complexes, pourtant très ou prolongées. La plupart de leurs interventions portent sur des incidents avec des bateaux de plaisance, tels que ravitailler en carburant ou remorquer des bateaux sont en panne. Le Centre de coordination des secours alerte aussi les hélicoptères du Northland Emergency Services Trust à Whangarei. Ces hélicoptères sont des hélicoptères de service médical civil qui peuvent être utilisés pour des opérations de recherche et de récupération lorsqu'il n'y a pas d'urgence médicale. Northland Emergency annonce un départ sous 20 à 30 minutes, un délai de réponse standard. À 21h09, après évaluation des risques, les gardes-côtes informent le centre de coordination qu'ils n'interviendront pas la nuit à cause des limites de leur navire et des prévisions météo défavorables. Et l'ambulance aérienne rencontre ses propres problèmes. À 21h10, l'ambulance aérienne d'urgence du Northland informe le centre de secours d'un retard, car l'hélicoptère est équipé pour le médical, pas pour la recherche et le sauvetage. Ils doivent réunir l'équipage d'hélicoptères adéquat et intervenir. Treuil pour équiper un hélicoptère pour la recherche et le sauvetage. Repérer et treuiller des personnes depuis l'eau jusqu'à un hélicoptère dans l'obscurité et par mauvais temps est une tâche dangereuse qui nécessite un plan complet. Pour aider à la réponse, Northland Emergency suggère que le centre de secours assigne un autre hélicoptère de soins médicaux, exploité par des civils de l'Auckland Rescue Helicopter Trust. Le centre de secours contacte Auckland près d'une heure après avoir reçu la première notification UPERB. À 22h05, l'hélicoptère d'urgence de Northland décolle de Whangarei en direction de l'hôpital de Cataya, le point le plus au nord où ils maintiennent une remorque de carburant. Après 45 minutes de vol, l'hélicoptère d'urgence de Northland atteint l'hôpital de Cataya et fait le plein depuis la remorque pour optimiser le temps à North Cape. À l'aérodrome d'Ardmore à Auckland, un hélicoptère de secours décolle environ une heure après l'ordre. L'hélicoptère de secours d'Auckland va à l'aérodrome de North Shore chercher un opérateur de treuil expérimenté, puis part vers Cataya, s'arrêtant à Dargaville pour ravitailler. À 23h13, l'hélicoptère d'urgence du Northland quitte Cataya et se dirige vers les coordonnées transmises par la balise EPERB de l'Enchanter. Juste avant minuit, il atteint le site de l'accident et aperçoit deux lumières dans l'eau. La première est une lampe stroboscopique aquatique qui n'est attachée à rien. La seconde lumière vient de l'euradio-balise de localisation des sinistres de l'Enchanter, fixée au flybridge où le skipper, le matelot et un passager s'accrochent. À la lumière de l'hélicoptère, le skipper, le matelot et le passager remarquent que le corps qu'ils avaient attaché à la structure s'est détaché et a dérivé. L'équipage de l'hélicoptère évalue la situation et descend un nageur sauveteur dans l'eau. Le nageur sauveteur et les 3 survivants sont ensuite hissés à bord un par un. À 00h13, en entrant dans le 21 mars, l'hélicoptère d'urgence du Northland atteint sa pleine capacité et quitte le site de l'accident. Il transporte les 3 survivants à Te Apua, où la police néo-zélandaise a établi un poste de commandement avancé. Te Apua est l'endroit le plus proche de la zone de recherche accessible par la route et une ambulance attend déjà sur place. Durant le vol, l'équipage apprend des survivants que 2 personnes ont été vues pour la dernière fois sur la coque retournée. 3 sont dans l'eau, une autre personne est probablement morte et dans l'eau, et une est probablement coincée dans la coque retournée. Le temps presse. Plus il reste longtemps dans l'eau, plus le risque d'hypothermie augmente. Certains ont été blessés lorsque le navire s'est retourné, et quelques-uns ont des problèmes médicaux préexistants. Après un long vol, l'hélicoptère de secours d'Auckland arrive à l'hôpital Cataya pour faire le plein avant de poursuivre vers le site de recherche.
À Te Apua, l'hélicoptère d'urgence du Northland transfère les survivants à l'ambulance puis retourne sur les lieux pour suivre les recherches. Un passager utilise la lumière de son téléphone pour attirer leur attention. Dans l'eau, ils ont essayé de passer un appel d'urgence, mais cela n'a pas fonctionné car la zone a une faible couverture réseau. L'hélicoptère Northland voit la lumière et s'en approche. Ils aperçoivent la coque retournée avec 2 passagers et 3 autres dérivant à un demi-mille nautique dans le courant. À 01h08, après avoir récupéré les 2 passagers, l'équipage part directement à l'hôpital Kathaya car l'hélicoptère manque de carburant. En route vers l'hôpital Kathaya, ils croisent l'hélicoptère de sauvetage d'Auckland en vol et échangement des informations. L'hélicoptère de Northland atterrit à l'hôpital Kathaya et transfère les 2 passagers au personnel médical. L'hélicoptère tente ensuite de faire le plein auprès de la remorque citerne, mais il n'y a pas assez de carburant pour retourner à l'emplacement de l'Enchanteur. L'hélicoptère attend à l'hôpital Kathaya pendant que le centre de secours cherche du carburant. Le Grand Nord a peu de carburant pour hélicoptère, la qualité se détériorant avec le temps, ce qui complique le stockage en grande quantité. Northland Emergency ne garde que 1200 litres de carburant dans la remorque à l'hôpital de Kathaya. C'est la réserve de carburant A1 la plus éloignée disponible pour les aéronefs de la région. 1200 litres suffisent pour les tâches routinières telles que le travail d'ambulance, mais les opérations de recherche et sauvetage sont bien différentes. La mission de recherche et de sauvetage de l'Enchanteur commence avec un seul hélicoptère, mais finit par impliquer plusieurs aéronefs et plusieurs vols. Un P-3 Orion de la Royal New Zealand Air Force est envoyé par le centre de sauvetage pour aider aux recherches. Même si l'avion n'a pas la capacité de manœuvrer comme un hélicoptère, il est très efficace pour effectuer des recherches. Le P-3 est une plateforme de communication idéale car il peut envoyer des informations au centre de sauvetage et donner des instructions à d'autres moyens pour qu'ils recherchent des débris dans différentes zones. L'avion dispose d'une imagerie thermique qui peut identifier de gros objets dans l'eau, comme des navires, mais elle n'est pas efficace pour repérer des personnes. À 01h30, l'avion Orion P-3 et l'hélicoptère de sauvetage d'Auckland sont bien sur place à peu près en même temps et commencent la recherche des 5 personnes disparues, mais des averses de pluie et des nuages bloquent la vue du P-3. Faire voler un gros avion à basse altitude sous les nuages, la nuit oblige à rester plus loin au large que la scène réelle pour assurer la sécurité avec la terre ferme. Le centre de secours réaffecte donc le P-3 comme coordinateur sur place, tournant en cercle à plus haute altitude. L'hélicoptère recherche à basse altitude dans l'obscurité pendant environ 1h20 avant de manquer de carburant et d'atterrir au poste de commandement avancé de Te Apua. Faute de carburant disponible pour les hélicoptères, l'opération de recherche perd ses moyens aériens. Plusieurs navires répondent aux appels de relais Mayday. À 4h00, le Pacific Invader, un bateau de pêche affrété par Goodhue, arrive dans la zone de recherche. Le Florence Nightingale, navire de pêche des îles Three Kings, arrive peu après. À 5h11, un camion-citerne transportant du carburant d'aviation arrive à l'hôpital. L'hélicoptère de secours de Northland est ravitaillé, mais l'équipage a dépassé ses heures de service et ne peut pas reprendre les recherches. Le camion-citerne continue vers le nord pour ravitailler l'hélicoptère de secours d'Auckland en attente à Te Apua. À 06h12, le Katrina, un autre bateau de pêche, rejoint l'équipe de recherche. Le P-3 qui tourne au-dessus dirige les 3 navires vers des objets d'intérêt et coordonne une grande recherche. À 07h10, juste après le lever du jour, l'un des navires de recherche de surface trouve et récupère le corps sans vie du passager avec la bouée de sauvetage. La bouée de sauvetage est en mauvais état et ne possède pas de bande rétro-réfléchissante. La bande rétro-réfléchissante est utilisée sur les objets qui doivent être très visibles la nuit, car elle réfléchit la lumière dans une direction de 180 degrés contrairement à un miroir qui renvoie la lumière dans la direction opposée mais égale. Lors d'une opération de recherche et de sauvetage, la bande rétro-réfléchissante brille comme un phare pour un pilote de sauvetage portant des lunettes de vision nocturne. À 07h33, l'hélicoptère de sauvetage d'Auckland part vers la zone de recherche après 4h30 sans couverture sur le site de l'accident. Le P-3 n'a plus de carburant, l'hélicoptère de sauvetage d'Auckland devient le coordinateur sur place. Au cours des 40 minutes suivantes, les corps de 2 autres passagers sont récupérés, laissant encore 2 personnes portées disparues.
À Neujaker 07, le premier hélicoptère de sauvetage d'Auckland est relevé par un deuxième hélicoptère de sauvetage d'Auckland qui arrive au poste de commandement avancé. À 11h10, le patrouilleur côtier, le navire néo-zélandais de Sa Majesté Taupo, arrive sur les lieux et le centre de secours désigne le Taupo comme coordinateur sur place. Le Taupo est un navire militaire qui a une définition différente du terme coordinateur sur place, et ils appliquent donc le rôle de commandement sur place et retirent le centre de secours du commandement de la recherche. La confusion vient du manque de formation commune entre la marine et le centre de secours. Le personnel de la marine royale néo-zélandaise maîtrise les bases de la recherche et du sauvetage, mais pas la coordination des secours. Dans les heures suivantes, d'autres équipes rejoignent les recherches, dont le navire de la garde côtière, Uhura, 2 hélicoptères commerciaux de Kerry et un avion P-3 supplémentaire. À 13h19, le corps d'un 4e passager est retrouvé et récupéré, laissant un passager toujours porté disparu. À 15h27, le centre de secours se rend compte que les moyens aériens ne suivent pas les schémas de recherche qui leur ont été assignés. Taupo a créé ses propres calculs de modélisation de la dérive et a redirigé tous les moyens vers une nouvelle zone de recherche. Après quelques discussions avec Taupo, le centre de secours reprend le contrôle des opérations de recherche. Les sauveteurs pensent que le dernier passager disparu est peut-être encore coincé dans la coque de l'Enchanteur. Le centre de secours demande donc à l'équipe de plongeurs de la police néo-zélandaise de Wellington d'aider dans les recherches. Taupo marque la coque en attachant une corde avec une bouée blanche et le P3 enregistre les coordonnées Global Positioning System, puis quitte les lieux. À 19h53, les plongeurs arrivent sur la zone et se préparent pour la plongée du lendemain. Le lendemain matin, les plongeurs ne trouvent pas la coque retournée et un hélicoptère est donc envoyé pour la rechercher. Peu après midi, l'hélicoptère repère la coque et guide le navire des plongeurs de la police néo-zélandaise sur place. 4 heures après, le corps du dernier passager disparu est retrouvé dans la coque, mettant fin à l'opération de recherche et sauvetage. 3 passagers, le capitaine et le matelot, ont été secourus dans l'eau, mais 5 amis sont morts. La Nouvelle-Zélande a l'une des plus vastes zones de recherche et sauvetage au monde, avec principalement des sauveteurs bénévoles. En avril 2023, après 3 enquêtes, Maritime Nouvelle-Zélande a officiellement inculpé Goodhue pour les 5 décès. En juillet 2024, après avoir entendu tous les témoignages, le juge a acquitté Goodhue des accusations. Je me suis récemment associé à Low Wave Records pour enregistrer la musique de cette vidéo. Si vous souhaitez écouter sur Spotify, je laisserai un lien ci-dessous.